Alors, ça y est, on se retrouve. On remet les couverts, Nous autres artistes, on remue toujours. même pas mort. On est toujours là. Coucou. Vous nous remettez? On se rappelle un peu à vous, à votre mémoire confinée. On est toujours vivant. On ranime un peu la flamme de la culture. Ah, la culture. Ah, la culture. La culture outragée. La culture brisée. La culture martyrisée. La culture sacrifiée. Mais au bout du compte, la culture libérée. Alors, on se commémore. Retour aux fondamentaux. Cette année, on commence fort. À grands coups d'anaphore. Anaphore. Figure de style par laquelle on répète un même mot, Ou un même groupe de mots en tête de phrase. de vers, De paragraphes qui se suivent. donnant ainsi une impression De d'insistance symétrie. et renforçant le propos évoqué, soulignant ainsi son importance. L'anaphore est très prisé en poésie. En politique aussi. Hmm. Tout le monde se souvient de l'anaphore de François Hollande. Moi, président. Moi, président. Moi, président. Alors, anaphorisons. La culture est importante en ce qu'elle inaugure la curiosité. La culture est importante en ce qu'elle rassure nos complicités. La culture est importante en ce qu'elle souligne nos différences. La culture est importante en ce qu'elle désamorce nos certitudes. La culture est importante en ce qu'elle approfondit nos sens. La culture est importante en ce qu'elle élargit nos connaissances. La culture est importante en ce qu'elle éprouve la nuance. La culture est importante en ce qu'elle construit l'espérance, La culture est importante en ce qu'elle offre la liberté, en ce qu'elle nourrit les choix, en ce qu'elle les identifie, en ce qu'elle les détermine, les reconnaît, les encourage, les sublime. en ce qu'elle est la mémoire même qui sert à se construire. La culture est importante en ce qu'elle met tout simplement en route le procédé de l'attention et de l'offrande, plus que de l'échange. La culture est importante en ce qu'elle demeure malgré tout une ressource inépuisable. Comme l'amour, finalement. Alors, anaphorisons avec résistance et détermination. Comme Joachim du Bellay dans Les Regrets. En 1558, Ceux qui sont amoureux, leur amour chanteront. ceux qui aiment les arts, les sciences diront. Ceux qui sont vertueux, pour tels se feront croire. Ceux qui aiment le vin deviseront de boire. Ceux qui sont de loisirs, de fables, écriront. Ceux qui sont médisants se plairont à médire. Ceux qui sont moins fâcheux diront des mots pour rire. Ceux qui sont plus vaillants vanteront leur valeur. Ceux qui se plaisent trop chanteront leurs louanges. Ceux qui veulent flatter feront d'un diable un ange. Moi, qui suis malheureux, je plaindrai mon malheur. Sublime dernier vers qui nous ramène à notre triste réalité. La Covid. En effet, même du Bellay, au XVIe siècle, fut rattrapé par un virus qu'il chopa en Italie pour mourir à 37 ans. On ne parle jamais assez du cluster que fut la Pléiade. Ah, sacré cluster, la Pléiade. Les réunions de poètes sont toujours dangereuses. Car imaginez, 7 poètes. Ah, déjà, ils sont plus que 6. Mais déjà. 7 poètes qui se retrouvent régulièrement dans une sorte de réunion tupperware de la poétique du XVIe siècle. Il y a du Bellay, bien sûr, Mais il y a aussi Étienne Jodel, Rémi Bello, le local de l'étape, excuse-moi, Jean-Antoine de Baïf, oui, Jacques Pelletier, Pontus de Tillard, et bien sûr la tête de gondole, le chef d'équipe, Pierre de Ronsard. Ronsard, qui a aussi tâté de l'anaphore. Ah, j'ai vu lever le jour, J'ai vu lever le soir, j'ai vu grêler, tonner, éclairer et pleuvoir. j'ai vu peuples et rois. Et depuis 20 années, j'ai vu presque la France au bout de ses journées. Ronsard n'a jamais été autant d'actualité. Nous aussi, on a vu presque la France au bout de ses journées. Ça fait même presque un an que ça dure. Et notre métier aussi, il a l'air d'être au bout de ses journées. Des journées qui se ressemblent pourtant, toutes pareilles. Des journées à la culture en berne, et même pour certains en Stéphane Bern, c'est-à-dire à la télé, Qu'à la télé. toujours à la télé, la culture de l'écran, Du petit, du moyen, mais plus du grand, hélas. Le cinéma aussi est en Stéphane Bern.
La culture s'est racrapotée dans nos écrans d'ordinateur. Elle est devenue une culture de portable. Elle est en boîte, En box. mise en bière, la culture. Plus vivante. Différée, Indifférée. endifférée, d'indifférent. Indigérée d'indigence. Elle est nivelée par le bas. Estampillée, produit non nécessaire. Pas de première nécessité, la culture. What the fuck, comme disent mes enfants, avec ce sens inné de la concision trumpienne. Mais nous, on résiste, On s'obstine, on insiste, on pousse la théâtralisation. on incarne encore un peu la langue, Du haut de notre intermittence vulnérable, autant que faire se peut. on va te la commémorer, la culture, tu vas voir. On va te la sortir des basses fosses pour t'en faire un bouquet. On va aller te la chercher dans nos livres et te la rapatrier à grands coups de pompe dans le soubassement. On va te la ressusciter, la culture. Un feu d'artifice que ça va être. Un monument. Retour aux fondamentaux, les amis. Retour au mot d'auteur. Aux belles lettres en forme de lectoral. Normal, parce que nous, l'électoral, c'est juste ce qu'on sait faire. Et on s'y tient. C'est notre façon de s'y tenir à la De culture. l'honorer, De la partager aussi. de lui rendre grâce. On construit chacune de ces lectorales. Oui, c'est comme ça qu'on les appelle entre nous. Oui. Comme des petits lieux de commémoration. Un monument, je te dis. Un endroit sacré où on évoque ensemble la présence littéraire d'une œuvre vivante, en un mot, la culture. Et ça tombe bien parce que le monument, c'est justement la thématique d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un monument? À quoi ça sert un monument? Si l'on se réfère à l'étymologie, monument trouve sa source latine dans monumentum, Qui serait un dérivé de monere, avertir. ou faire penser, Un monument est donc une construction faite pour évoquer la mémoire de quelqu'un ou de quelque ou chose. d'un événement particulier. On voit qu'un monument est directement lié à la notion de mémoire. Il est un objet d'évocation mémorielle. Devant un monument, on se remémore, la mémoire se réactive. On commémore aussi, du préfixe co, ensemble, en commun, associé, à mémorer, la mémoire. Se souvenir ensemble de quelqu'un, Ou de quelque chose. symbolisé par une construction. Un monument. On parle le plus souvent de monuments aux morts ou funéraires qui sont des sépultures, des tombeaux ou des stèles. En ce sens, le monument est aussi le plus souvent lié à la notion d'absence, de deuil ou de perte. Le monument est un objet qui réactive une présence dans la mesure où il combat l'oubli. Haïm Corsia, grand rabbin de France et accessoirement administrateur du Souvenir français, a signé en 2014 dans la revue Inflexion un très beau texte intitulé Commémorer ou remémorer. « Nous voudrions vous le faire partager ». Ces réflexions pertinentes illustrent à merveille notre sujet. Cette stèle sera un témoin. C'est par ces mots que la Genèse conclut l'alliance entre Jacob et Laban qui décide de construire un monument. En quoi une pierre peut-elle témoigner de quoi que ce soit, elle qui ne parle pas? Plus largement, pourquoi attache-t-on tant d'importance aux monuments, aux plaques commémoratives? Pourquoi une association, aussi formidable que le Souvenir français par exemple, déploie-t-elle autant d'énergie pour entretenir les tombes des soldats morts pour la France? Et les monuments célébrant tous nos engagements militaires. Dans le judaïsme, il est de tradition de poser un caillou sur une tombe que nous venons de visiter, pour indiquer que cette sépulture n'est pas abandonnée. Pour affirmer que nous posons seulement aujourd'hui la dalle qui recouvre le cercueil et que notre souvenir de la personne décédée est identique à celui du jour de sa mort. Que notre fidélité est toujours totale, que notre mémoire est toujours active. Rappelez-vous cette phrase de Cocteau dans le Testament d'Orphée. Le vrai tombeau des morts, c'est le cœur des vivants. C'est ce que dit aussi la si belle devise du Souvenir français. À nous le souvenir, à eux l'immortalité. Notre mémoire nationale s'incarne sous l'arc de triomphe autour d'un soldat inconnu pour donner un lieu intime d'existence à ceux qui n'en ont pas. La mémoire de l'humanité est en effet frappée par cette absence de lieu pour les morts sans sépulture. C'est ce qui nous percute, ce qui nous heurte à Auschwitz. Un cimetière ouvert, un lieu où notre âme souffre de ce vide d'humanité, où le bourreau n'a même pas daigné accorder une tombe à sa victime, Voulant nous forcer à être complices en l'oubliant. la tuant une seconde fois.
La résistance est aussi là, dans l'obsession de la mémoire, dans sa construction comme une révolte contre l'oubli. Chaque plaque commémorative, Chaque monument, chaque cérémonie, chaque livre, chaque histoire à laquelle nous redonnons vie, l'expression est si belle et si juste. chaque visite est une victoire sur l'oubli. Dans la suite de son texte, Haïm Corsia élargit le propos en nous rappelant qu'un de ses maîtres lui disait souvent que le plus beau cadeau que Dieu avait donné à l'homme, c'était l'oubli. Oui, vous qui commencez à chercher vos mots, vous voilà rassurés. Gloire à Alzheimer. Mais est-ce si grave d'oublier ? Ne risquons-nous pas, à parler de mémoire, d'oublier l'oubli ? C'est lui, en effet, qui nous permet de ne plus ressentir avec la même violence le deuil des premiers jours, qui cautérise nos peines et qui nous autorise à revenir à la vie après un drame. Mais même le fait d'oublier, voire d'occulter un événement, est un acte de mémoire. La construction en creux d'une mémoire de souffrance. Quelqu'un qui n'oublierait rien ne pourrait vivre, écrasé qu'il serait par tous les instants de sa vie, positifs ou négatifs, incapable de dépasser un moment fort, heureux ou triste. Alors pourquoi en irait-il autrement pour un pays, pour une nation ? Ne prenons-nous pas le risque d'encombrer notre mémoire en relativisant tout, puisque, à l'échelle de l'humanité, tout finit par s'éteindre ? La distance avec un événement crée forcément une distanciation. Ainsi, plus nous nous éloignons de la Grande Guerre, par exemple, moins nous sommes dans le ressenti des souffrances et plus nous passons à la dimension historique. L'oubli force à réécrire et à re-raconter une histoire racontable pour chaque époque, décalée par rapport à la réalité. Si les déportés ont mis tant de temps à parler, n'est-ce pas parce que leur histoire était inracontable, car impossible à écouter ? En fait, quelle histoire voulons-nous raconter ou entendre ? Les mensonges, conscients ou non, Les dénis, les trous, les tabous qui ponctuent notre histoire sont les espaces où s'exprime justement la mémoire. puisque nous nous rappelons que nous ne devons pas nous rappeler ce qui nous émeut, comme l'idée du soldat inconnu. N'est-ce pas une façon d'organiser l'oubli de la personne au profit d'une abstraction qui est juste une fonction ? Le soldat dont on efface le nom ? Dans l'Égypte biblique, aucun Égyptien n'a de nom. Comme si seule comptait la fonction qui gommait l'identité, essentielle ou non. Il y a un grand panetier, Un grand échanson, un pharaon, un gardien de prison. mais pas un nom, une histoire, un individu. Il existe un autre risque, plus pernicieux encore que l'oubli, l'indifférence. Une fois gravée dans la pierre, la mémoire peut ne plus nous concerner. En 2004, paraît Le Monument, livre écrit par Claude Duneton. Juste avant d'entrer dans ce pavé de 500 pages, on peut lire un exergue tiré d'un livre de Marcel Aimé. Sur le monument aux morts, il épela les noms de quelques amis d'enfance, mais leurs souvenirs ne vivaient pas là. L'égoïsme, l'appétit de vivre avaient solidement bouché les vides. Le village n'était pas solidaire de ces morts, il n'avait pas besoin d'eux. À sa manière, et pour beaucoup de ses lecteurs, ce livre est une sorte de révélation. Ce n'est pas un livre d'historien, même si la recherche historique y a sa très grande part. C'est un livre de fraternité humaine, un livre coup de gueule, qui s'ouvre justement sur un coup de gueule. Le jour où il a eu 80 ans, mon père a piqué une crise. C'était le 11 novembre 1964. Nous étions rassemblés devant le monument aux morts du village, comme tous les ans, et pendant la minute de silence, après la lecture des noms gravés sur la pierre grise, il a hurlé. « Ah, nom de Dieu, oui! Ah, elle était belle, hein, la guerre !» Ça l'a pris, d'un coup. Il faisait des gestes désordonnés, tout rouge. J'ai cru qu'il pétait les plombs pour son anniversaire. Ah, vous pouvez en faire des chimagrées, ouais! Ça vous va bien! C'était un hoquet de vieille angoisse. D'acres souvenirs qui lui remontaient. Mon père était né un 11 novembre. Ça faisait un pesant symbole pour un ancien poilu de 14. La cérémonie du souvenir lui apparaissait de plus en plus comme un trait d'humour noir. La célébration des héros, l'honneur des braves, morts pour la patrie, lui faisait l'effet d'une fête de la boucherie, avec chaque année un maillon supplémentaire qui se détachait de sa vie. En tout cas, il avait fini par voir d'un sale œil ce retour officiel
et menaçant qui l'éloignait toujours davantage de l'armistice de 1918. Ce jour-là d'automne qui avait rendu sa date de naissance date historique. Il faut dire aussi que 80 ans, lorsqu'on y arrive, c'est un fameux tournant pour un homme. La fin des fanfreluches d'espoir. La vie devant soi devient terriblement aléatoire. On entame carrément sa propre veillée funèbre. Du moins si l'on possède encore un doigt de sens commun. Une borne fatidique, 80 balais. Ceux qui ont la veine d'y atteindre en bon état commencent à numéroter leurs abattis, comme on disait aux tranchées. Même rieur, insouciant de nature, tout nouvel octogénaire sait bien qu'il contemple sa dernière ligne droite. Aussi, le matin de ce 11 novembre dont je parle, mon papa me disait 80 piges. Tu te rends compte? Il hochait la tête, il n'en revenait pas. Il angoissait dur. C'est peut-être pour ça qu'il a craqué devant le monument. Il haïssait ces farces compensatoires. Les momeries qui sentaient l'officiel. Le faux semblant qui les avait tenus, eux, dans l'enfer si longtemps. Il éprouvait des élans farouchement libertaires, détestant le ton honoré, le sur-mesure du sentiment qu'il qualifiait de mascarade. Pourtant, les autres années, il s'était contenu. Mais en 1964, son nouvel âge le taraudant, je pense, il a éclaté tout à coup. J'ai dit en pleine minute de silence. Ah, vous pouvez en faire, hein, des chichis! Merde, oui! Ha! Vous y étiez pas là-bas, nom de Dieu! Vous y étiez pas, vous, à Verdun! Ça sonnait terriblement inconvenant. Par hasard, il se trouvait le seul ancien combattant présent. Je ne sais pas où étaient les 4 ou 5 autres de la commune qui survivaient encore. Du coup, la révolte de mon papa prenait l'allure d'une protestation collective. Il avait l'air de la voix des morts, des 27 noms à la dorure incertaine alignés sur la pierre salie. Il devenait soudainement leur râle d'agonie. Le cri de reproche de ceux qui n'avaient pas eu de vie. Ça faisait comme si le monument poussait un hurlement de colère. Un cri perdu qui serait venu flottant sur les nuages des vieux champs de bataille, loin dans le nord. Oh, vous pouvez en faire, hein, des grimaces! Ha! Si vous saviez la saloperie que c'était, la guerre! Ah, nom de Dieu, nom de Dieu! Il jurait atroce, ça la foutait mal. J'étais horriblement gêné. Et puis, la minute de silence a eu vite passé. Les gens se sont dispersés, ont vaqué à leurs affaires. Mon père s'était tu. Il ruminait sa rancœur. En même temps, il était embêté de l'esclandre à cause de moi. Il ne voulait pas me mouiller dans ses frasques, à présent que j'étais un homme et un fonctionnaire. Il allait s'excuser. Mais je l'ai devancé. Mais non, papa, tu as dit ce que tu voulais dire. Tu as bien fait. Ça lui a fait plaisir. Il tremblotait encore d'une agitation fébrile. Il m'a répété « Ah, la guerre, tu peux pas savoir. » En effet, je ne pouvais pas savoir, ni moi, ni personne au fond. Pourtant, ce n'était pas ma faute de m'avoir instruit pendant toute mon enfance, de m'avoir entraîné à croupir sous les obus, dans la boue des tranchées. Devant notre feu maigrichon, en pelant les châtaignes dans l'attente des couchers d'hiver, la conversation glissait souvent sur les sentiers de la guerre folle. Et mon père nous emmenait là-bas, ma mère et moi, en des contrées d'épouvante qui s'appelaient le chemin des dames, ou ce sacré Verdun qu'il n'avait jamais digéré. Il me parlait des morts atroces, des blessés, des gémissants, du sang, de l'affreux carnage, des obus sifflants, des concerts de ferrailles volantes. Il parlait du froid, des pieds gelés, de l'enfer puant, de la peur qui paralyse. Il décrivait des scènes. Un cuirassier sur son cheval, qui avait été mis en bouillie sous ses yeux par une marmite, le bourrin en pièces, l'homme volatilisé. Il aurait été retombé un bras, presque sur la figure. 50 mètres de l'impact. Avec la main toute vivante qui serrait un bout de bride. Ça lui avait filé un coup de poing à l'estomac, ce membre indépendant. Oh, si t'avais vu cette main. Il me montrait avec la sienne. Il posait le couteau avec lequel il pelait les châtaignes. Il mimait la main volante, crispée sur son morceau de cuir, avec la manche déchirée, remontée sur l'avant-bras qui dégageait tout le poignet. J'avais 8 ans, j'imaginais. Ah, nom de Dieu, disait mon papa. Le type, il avait une bague à un doigt, dis donc. Hein, une grosse bague, en or. Comme ça, je me rappelle, carré. Mais personne n'a osé la prendre, mon vieux. C'était bien affreux, cette guerre, faisait ma mère en hochant la tête. Elle répétait chaque fois cette même phrase en soupirant. Mais l'horreur n'était pas partageable. Ni descriptible avec des mots. Les tapis de cadavres étaient
trop hallucinant à imaginer. même s'il nous parlait des mouches. Ah oui, des grosses mouches bleues qui grouillaient sur les visages noircis pendant plusieurs jours, à Verdun en particulier. Une fois, il avait rampé sur 100 mètres au moins sans toucher terre, à Verdun, tellement le sol était uniformément recouvert d'une couche de mort. Il se traînait sur les capotes des refroidis, dont certains râlaient encore. Ah, forcément, ils étaient jeunes, vigoureux, ils avaient de la peine à mourir. À l'époque où il me racontait ces choses, à moi, son enfant, Non, tu peux pas comprendre. ses souvenirs se trouvaient encore tout frais. Pour moi, ça paraissait comme ça au déluge. Et figurez-vous, Ulysse au coin du feu, pelant des châtaignes. Ah, quand il était lancé, le diable ne l'aurait pas arrêté. Mon père jetait dans le panier la châtaigne jaune pâle au tanin vineux qu'il était en train d'éplucher. Il grognait un de ses jurons préférés. Ah, la putain de sa mère! Nous jetions dans le feu les mauvaises châtaignes. Celle qui était bleue en dedans, à la coupure. Un feu maigre, fait de 4 tisons qui noircissaient à toute petite flamme. Nous étions sans bûches épaisses qui font le riant des âtres, les belles flammes dansantes des gravures. Car mon père était trop âgé pour fendre seul les troncs d'arbres. Il se contentait des ramures qu'il élaguait sur les chênes et les châtaigniers de notre bois. Nous ramenions à la maison des cargaisons de branches avec la charrette à vache à la fin septembre. Et puisque nous n'avions jamais de provisions d'avance, le bois n'était pas sec. Il brûlait mal, avec beaucoup de fumée. Il disait... Oh, ça pince ce soir, mon vieux. Ça lui rappelait des choses, lui, si frileux. Ah, nos guerres ont eu des hivers rigoureux. Ma mère disait... Ouais, tu ferais mieux d'aller chercher une brassée de petits bois au lieu de raconter tes conneries. J'ai vécu la guerre de 14 dans une fumée bleue qui prenait à la gorge. Elle faisait pleurer les yeux. Quand on interroge Claude Duneton sur la décision d'écrire son livre, Le Monument, il répond ceci. 2 choses ont déclenché cette envie d'écrire. J'ai commencé à travailler sur ce projet en 2001. Nous venions alors de passer l'an 2000. Un jour, dans mon village, à La Gléjole, en Corrèze, je me suis mis à regarder le monument aux morts. Il y avait cette longue liste de 27 noms. Et je me suis dit, merde, la moitié des noms, je ne sais absolument pas qui c'est. À part quelques noms que j'identifiais comme celui du fils du forgeron. Il s'appelait Antoine Arfeuil. L'absurdité de cette situation m'est apparue encore plus fort. J'ai été alors pris d'une émotion à l'idée que ces hommes étaient totalement oubliés et qu'ils s'étaient fait saigner pour rien du tout, pour l'Europe, le machin, tout ça. Et tout à coup, ce sentiment s'est démultiplié. Nous n'étions plus au XXe siècle, nous n'étions plus au siècle de cette guerre, et ces soldats devenaient aussi vieux que les soldats de Napoléon ou ceux qui s'étaient battus à Waterloo. Ça m'a serré le cœur. On ne savait même pas qui étaient ces garçons. C'était trop injuste. Oui, ça c'est la première chose. Et la deuxième raison qui vous a, que vous évoquez, c'est laquelle? La deuxième raison est liée à Antoine Arfeuil, justement, le fils du forgeron. Il avait une sœur. Elle était née en 1900. Elle est morte en 2000. Cette femme, je la connaissais bien. Je m'asseyais à côté d'elle dans le bourg, on bavardait. Je n'avais jamais pensé à lui demander qui étaient tous ces gens inscrits sur le monument. Or, elle savait tout. Et le fait qu'elle soit disparue, je me suis dit qu'il n'y avait plus personne. Les autres habitants du village étaient nés en 1921. C'était donc fini. J'ai pensé qu'il faudrait retrouver ces soldats, retrouver qui ils étaient. Et puis, une pensée m'est venue. Ouais, mais c'est toi l'écrivain de la commune. Ce serait peut-être à toi de faire ce travail. Alors je me suis dit que j'allais le faire, comme un devoir. Alors il s'y est mis Duneton, à son devoir, avec la même application qu'il mettait à son travail de philologue renommé. Il a pris ces 27 noms, un par un, et il a cherché. Il a fouillé dans les archives départementales, Fouillé dans les fiches d'état civil et les papiers militaires. décrypté tous les courriers familiaux gardés comme reliques par les descendants. Puis il est allé au service historique de la Défense à Vincennes pour éplucher un par un chaque JMO. Journaux de marche et d'opération. De chaque régiment, Chaque compagnie. chaque escouade, dans lesquelles étaient impliqués les 27 noms de son village. Il est même allé sur site pour voir les lieux, car comme il dit,
Je ne conçois pas d'écrire des trucs si je ne sais pas de quoi je parle. Alors j'ai été dans les endroits que je relate dans le livre. Et puis, en allant sur le terrain, les choses s'éclaircissaient. Les JMO prenaient un sens. Pour la Somme, le neveu d'Antoine Arfeuil, toujours le même, qui vivait dans la région, m'a amené à l'endroit exact où son oncle a été tué. C'est la seule fois où j'ai été guidé sur les lieux. Pour le reste, je me suis débrouillé. Et au final, il s'est bien débrouillé. Et même si son livre peut parfois nous perdre un petit peu, passant De véracité oblige. d'un régiment à l'autre, Des Ardennes à la Somme en passant par Verdun. il reste une réussite incontestable qui nous entraîne jusqu'au fond des tranchées boueuses, au cœur des corps déchiquetés de ces 27 identités broyées dans la masse effrayante de quelques 1 400 000 victimes de cette boucherie inutile. Il faut le dire et le redire sans se lasser. Et nous sommes aussi ici pour ça. Rien ne justifiait, sinon l'imbécilité et l'impéritie de nos dirigeants de l'époque, Rien ne justifiait cette usine à mourir. ce suicide collectif de l'Europe, d'où sont sortis les monstres totalitaires qui ont remis le couvert 25 ans plus tard et de façon plus barbare encore. Dans son très bel essai, Dépasser la mort, l'agir de la littérature, paru en 2019 chez Actes Sud, Myriam Vati-Delmotte nous propose le recours de la littérature comme consolation ultime devant la mort. d'une certaine manière, elle justifie aussi le roman vrai de Claude Duneton. Face à la tombe, la littérature donne aux endeuillés une voix et le sentiment d'une communauté. Elle est ainsi au cœur de ce qui constitue le propre de l'homme, seul être vivant à honorer ses morts. Un de ces chapitres intitulé « Dresser la stèle manquante » résonne comme un écho à l'œuvre de Duneton. Elle l'ouvre avec ces jolis textes qui pourraient en être le préambule. Jugez plutôt. Un nom gravé dans le granit d'une tombe ne signe pas toujours la fin de l'histoire. Pour certains morts, l'essentiel reste à écrire. Et certains n'auront jamais droit au granit. Ils ont été dissous dans la chaux vive de l'histoire. On peut, par l'écriture, les ramener en arrière, réinventer ce qui leur a manqué. C'est ce qui manque aussi aux survivants. L'encre qui coule sur le papier trace un sillon pour les larmes ou le sang répandu. C'est celui où peut germer la paix. Certains textes sont des stèles dressées vers une lumière retrouvée après avoir été perdue. Voilà un beau cahier des charges. Et le monument de Claude Duneton n'a pas d'autre ambition. Comme on dépose un caillou sur une stèle, il va marquer chaque nom d'une pierre blanche. Joseph Dumont, par exemple. Le 11e nom inscrit sur le monument. Né en 1889 dans une famille pauvre, il n'était jamais allé à l'école et ne parlait pas français, juste le patois. Il avait commencé à travailler dès 6-7 ans pour épargner 2 repas par jour à ses parents et payer en partie la dette contractée par son père pour réparer son toit. Tout ça n'avait pas laissé beaucoup de temps à Joseph pour se rendre au bourg à l'école neuve, dont on disait qu'elle était obligatoire avec la République. Mais la République n'avait pas prêté de sous à son père. Joseph n'avait jamais appris à lire, ni vraiment à compter. Le registre militaire porte la marque des illettrés complets. Instruction 0. Dès qu'il eut 12 ans, au lieu d'aller à la journée ici et là, il se loua comme valet de ferme dans la commune. À 17 ans, le recensement de 1906 en fait loi. Il était domestique au Peuch chez Antoine Lissajou. Mobilisé à Cahors le 5 août 1914, il retrouve à la gare son copain de régiment, Cyprien Bory. Le retrouvaille sera de courte durée, car pour l'un comme pour l'autre, elle s'achèvera dès le 22 août 1914. Ce matin-là, dans les Ardennes belges, du côté d'Acremont, la pluie commençait à tomber. Le régiment déployé avançait à découvert, vers le bas du pré, baïonnette au canon, ainsi qu'à la manœuvre, quand des milliers de petites flammes jaillirent du versant opposé du ruisseau des Alanes. Le claquement des mitrailleuses ennemies, dissimulées dans un champ de genêts, crépita avec une seconde de décalage sur les étoiles de feu.
La première rangée d'hommes tomba tout entière en hurlant de panique et de douleur, avant même d'avoir mis les fusils en joue. En quelques secondes, la vision se fit hallucinante. Un capitaine qui s'élançait en criant vers le ruisseau, brandissant son revolver devant lui, fut décapité par les balles. Sa tête se détacha en pleine course et sauta d'un côté du pré, tandis que son corps tournoyait dans l'élan avant de s'écrouler à son tour dans l'herbe. Alors, ce fut l'enfer. Alors les soldats impuissants déchargeaient leurs fusils dérisoires en direction des mitrailleuses cachées qui les fauchaient comme des quilles à la foire. Les Allemands, qui avaient pris leur temps pour ajuster leur batterie de canons, se mirent à arroser cette nouvelle plage de chair humaine avec une grêle d'obus de 77. Les marmites volantes éclataient à présent dans les rangs de nos troupes massées, sans aucune protection, en cibles offertes. Les corps sautaient en l'air dans le fracas des explosions. Ils retombaient mous, désarticulés, comme des pantins grotesques sur la prairie. Joseph était tétanisé. Il agrippa machinalement la capote de Bory, et tous deux, moitié courant, moitié rampant, commencèrent à se rapprocher du bois. Il s'avançait entre les arbres. Mais les obus éclataient, toujours, de plus en plus nombreux. Devant, derrière, à des endroits imprévisibles. Déchirant la terre et les troncs. Un arbre soudain déraciné dans une explosion assourdissante s'abattit sur eux. Mais ils furent seulement fouettés par les dernières branches du haut, fines et souples, qui firent sauter leurs calots. Ils n'allaient pas perdre de temps à le chercher dans les feuilles. Il faisait sombre dans le sous-bois. Il y avait des claquements secs sur les troncs des arbres, tandis qu'ils couraient, accrochant leurs capotes aux ronces, Au buisson, trébuchant sur des souches cachées et des branches mortes sous les fougères. Au bout de 300 mètres de course à travers les fourrés, ils débouchèrent dans une petite clairière pleine de genêts. Et s'arrêtèrent pour reprendre haleine, adossés à des arbres. Le tonnerre des bombes et les pétarades des mitrailleuses continuaient leur chambard. À peine assourdis par la futaie. Ils étaient seuls, Le reste de la compagnie était égayé ailleurs, dispersé. ou fauchés sur place. Ils ne s'étaient pas retournés pour voir. Dans le clair-obscur de ce crépuscule zébré par la pluie, ils ne songeaient qu'à reprendre leur souffle. Vite, Bory écarta d'un revers de sa manche des mèches de cheveux collées sur son front par la sueur et l'eau. Il y eut un sifflement, bref, de vipères féroces. La terre se souleva en gerbe à 10 mètres d'eux. Joseph fut durement secoué par le fracas épouvantable, tandis qu'il recevait de plein fouet une giclée de pluie terreuse dans la poitrine, Le cou, le visage. plein les cheveux. Quand il rouvrit les yeux, s'ébrouant pour chasser la terre, il aperçut Cyprien Bory qui s'affaissait. Qui glissait assis au pied de son arbre. Sa main droite agitée d'un spasme inquiétant retomba inerte. Joseph cria. Cyprien, qu'efface! Il s'approcha. Bory avait la tête fendue en deux, du haut en bas, comme par un gigantesque coup de hache. Ouvert son crâne. Son nez, un œil d'un côté, l'autre de l'autre, comme une énorme figue rose. La cervelle morte débordait, lui tombait dans la gorge où le sang glougloutait. Joseph eut les dents qui se mirent à claquer sans qu'il puisse produire un son, ni retenir sa mâchoire. Son corps fut saisi d'un tremblement nerveux, spasmodique. Il se leva tout droit, les yeux sortant des orbites, les bras en l'air, les mains tendues vers le ciel. « Père Piata! Père Piata !» Il hurla ainsi du fond de ses tripes, sans même tenter de fuir, la raison égarée. Il reçut une balle qui lui traversa le poumon droit. L'impact le fit pivoter. Il s'affaissa de surprise, comme si cette réponse lui clouait la bouche. Il sentit un gargouillis sous ses dernières côtes. Puis, après seulement la douleur monta, il eut conscience qu'il était blessé. Qu'il ne pouvait plus courir. Se tirer de là, il se laissa tomber, s'allongeant auprès de Cyprien, inerte. Comme par miracle, la peur le quitta. Il se dit qu'il était sans doute en train de mourir à son tour. Et tout devint noir. Joseph sera ramassé par des brancardiers allemands, mais il a perdu sa plaque d'identité. Et lorsqu'il meurt 3 semaines plus tard, il n'a pas été identifié. Ce sera le vendredi 11 décembre, après une journée de forte neige la veille, que le maire de la Gléjole, Claval, appelé le Clavalou car il était de petite taille, viendra annoncer à la Marie Dumont, voisine des Dunetons, la mort officielle de son aîné Joseph. C'est la première annonce. Il y en aura beaucoup d'autres pendant 4 ans. Le récit qu'en fait l'auteur est déchirant. Il finit par ces mots. En tout cas, ça se passait là, devant ma porte, devant cette cour si calme, au soleil maintenant, où poussent mes fleurs. C'est inimaginable ce que les gens ont souffert de cette guerre-là que l'on surnomme grande au prix de la douleur. Je suis un témoin tardif. De ma fenêtre, je creuse les voies profondes de la mémoire. Et à force de répéter leur nom, les vieux enfuis reviennent. Ils arrivent en silence au portail de ma cour. Leur deuil hurle encore et puis tout s'éteint. Ça s'est passé là,
sous ma fenêtre, juste après le mur de ma cour. On y a versé du goudron de pluie pour cacher la boue, et il ne tombe plus guère de neige, pour ainsi dire jamais. Mais je suis sûr que sous le goudron, il y a les larmes de ma grand-mère, Julia, celle d'Auguste qui pleura Joseph avec son cœur tendre. Ça s'est passé ici. Je les vois tous. Clavalou, le maire, et la Léontine battue, que j'ai vue vieille, cassée d'allure, un peu sorcière, tellement triste. Puis, on verra périr le petit Jean Giscard, dit Julot, le vendredi 28 août. 7 jours après qu'il eut fêté ses 24 ans. Lui aussi sera tué lors d'une de ces débandades, suite à des massacres en règle à la mitrailleuse Boche, qui ponctuent le repli affolé des troupes à l'ouest de la Meuse en août 14. Le 1er octobre, Victor Jugy des Voûtes, Un hameau situé au nord de la commune de Lagléjol, fut relevé sur le champ de bataille, la gorge ouverte jusqu'au menton par une baïonnette ennemie. Ce garçon de 23 ans, aux yeux gris-bleus, timide et silencieux, avait été incorporé au 63e RI de Limoges 2 ans auparavant exactement, comme tous ceux de la classe 11. Il était sur le point d'être libéré en été 14, lorsque la guerre éclata. C'est lors d'une contre-offensive surprise de nuit, alors qu'il était en train de creuser des tranchées pour défendre les abords de Reims, à peine reconquise, qu'il se fait surprendre par l'ennemi. Il était mort depuis 5 jours quand on l'a retrouvé. Victor Jugy, 16e sur la liste. mort pour la France le 26 septembre 1914. Peut-être le même jour que Jean Breuil, 5e sur la liste. âgé de 30 ans, qui avait une petite fille de 4 ans et dont la femme, Marie Chauvignac, se trouvait enceinte de 7 mois d'un garçon qui sera prénommé Jean, comme son père. Pour la triste anecdote, on notera que la fiche de circonscription de Jean Breuil portera la mention « Décédé du 20 septembre au 5 octobre, sans précision de lieu ». Une datation assez insolite, comme si l'on pouvait mourir pendant 15 jours consécutifs. Tous ces morts des premiers mois, les plus meurtriers de la guerre, témoignent tragiquement de la complète impréparation du commandement français aux nouvelles conditions du combat. On a ainsi envoyé littéralement à l'abattoir des centaines de milliers de soldats dans un climat de panique et de chaos total. On peut juste rappeler que le 22 août 1914 reste à ce jour la journée la plus sanglante de l'histoire de l'armée française, toutes guerres confondues. Entre l'aube et la tombée de la nuit, pas moins de 27 000 soldats français vont mourir. Ça en fait des listes sur des monuments. Notre monument, justement, revenons-y. Le chapitre 18 du livre de Claude Duneton est un chapitre important, parce qu'il augure une réflexion nouvelle. Il y a une sorte de virage dans l'écriture. En plus de la colère paternelle. On sent que l'auteur devient un peu poreux. Qu'il paye de sa personne, que les révoltes qui sourdent de son œuvre commencent à l'incarner. Le chapitre 18 commence par ces quelques phrases. Pierre Manimont n'est pas sur le monument de Lagléjol. Personne ne prononce son nom à l'automne, dans le vent aigre ou la pluie fine, lorsque le maire, tête nue, lit la liste ponctuée des morts pour la France le jour du 11 novembre. Il devrait se trouver entre Manimont, Antoine, Michel et Rigaud, Pierre. Mais non, il est absent. Personne n'a plus prononcé son nom au pays. Le jeune homme qu'il fut a sombré dans un total oubli. Il est en fait notre soldat inconnu. Nul ne sait même qu'il a existé. Comment ça? Inexistant? Mais on vient pourtant de le voir mourir au combat, le Pierre Manimont, à la fin du chapitre précédent, mort le 25 septembre 1915, le même jour que Léon Rouchon. 22e sur la liste. Empêtré, le Pierre Manimont, enchevêtré qu'il était dans son nœud de fil de fer barbelé. Son fusil rendu glissant par la pluie qui redoublait lui échappa des mains et roula dans l'herbe à 1 mètre devant lui. Il essaya de dégager sa jambe pour aller le ramasser, mais les pointes du barbelé accrochaient solidement son pantalon. C'est alors qu'il tomba en avant, touché de plusieurs balles. Il s'étala, la poitrine retenue par un pieu en fer du réseau de fil, de sorte que son corps resta comme suspendu au-dessus des hautes herbes. Il criait, paralysé, mais pas mort de la tête. Le dos de sa capote commença d'être lacéré par les rafales de mitrailleuses venant de la route sur le côté gauche. Les pierres criaient comme le cochon qu'on égorge. Des morceaux de chair arrachés par les balles giclaient dans le pré. Alors Pierre se tut, son sang dilué par la pluie dégoulinait partout sur son cadavre.
c'était la guerre. En tout cas, Pierre Manimont, déchiqueté à Tellus sur un barbelé, n'a pas eu droit à l'ombre d'un souvenir. Jamais. Pourtant, son acte de naissance existe bel et bien sur les registres de l'état civil, à Jujal. Manimont Pierre, né le 22 mai 1891 d'Antoine et de Hélène, puis de Bois, son épouse. Cependant, la feuille ne porte aucune mention marginale de son décès, ce qui devait normalement se faire. C'est sûrement que l'avis officiel, daté du 27 novembre 1915, disparu le 25 septembre 1915 à Tellus, Pas-de-Calais, fut envoyé au lieu de la résidence officielle, à La Glojole, donc, où il habitait avant de partir à l'armée, plus précisément à Flaumont, chez Naillet. Seulement voilà, il n'y était que domestique. 7 ans plus tard, au moment où on dressa la liste des postulants à la reconnaissance publique, on l'avait déjà oublié. Pensez donc, un valet de ferme. Un simple valet de ferme. Il faut dire aussi que tous ceux qui auraient plaidé pour lui, pour qu'il soit sur la liste, inscrit ad vitam sur le monument, tout cela s'y trouvaient déjà eux-mêmes sur la liste. Le Victor Jugy. Le Léon Rouchon. Alors, le jour du vote, en novembre 1922, on a bouclé la liste sans lui. 27 noms au lieu de 28. Exit le Pierrot, parce qu'on l'appelait forcément Pierrot. Quelle injustice. Même pas sur le monument. Jamais existé le Pierrot, ni sa peur, ni sa douleur au ventre dans la terre gluante. Ses barbelés comme entrave et ses cris d'écorchés sous la pluie. On était en 1922, 7 ans avaient passé, les mitrailleuses avaient refroidi. Et là, au milieu de ce chapitre 18, à travers ces lignes, quand il pense à ce jeune de 24 ans, non reconnu, noyé dans les ossuaires de Notre-Dame de Lorette, on le sent un peu ébranlé, le Claude Duneton, affecté par l'injustice. Et peu à peu, l'émotion gagne sa plume, et son écriture, pétrie d'empathie, glisse vers un certain lyrisme. Il doit avoir mal à l'âme, Pierrot, là-bas, à Notre-Dame de Lorette. Poignée d'os parmi les charretées d'ossements enfouis au grand cimetière des cocus permanents. L'ossuaire Barbeau. Il faut connaître, ça vaut le détour. Une colline dans le Pas-de-Calais, à côté de Liévin et Lens, que l'on voit dans le fond de là-haut. Montagnette tragique, couverte de tombes, marquée par les croix blanches alignées. Le plus grand cimetière de France, 53 662 soldats sur plusieurs hectares. Dont 19 998 inconnus. À 2 inconnus près, ils étaient 20 000. Ce sommet de la mort nous donne guère envie de rigoler. Il plane un quelque chose de funeste sur cette hauteur où souffle une brise qui n'est pas le vent de l'esprit. Une chapelle, une tour lanterne haute comme un phare marin signalant le site pour le jour de l'Apocalypse. Ici, cavalier, 54 000 jeunes morts à ressusciter. Terre d'hécatombe, venez et pleurez, car voici le malheur pétrifié du concentré de bêtises humaines. C'est là qu'il gît, Pierre Manimont. Avec Léon Rouchon, Eugène Fouché, Jean Brillat, pêle-mêle, au milieu des milliers d'autres. les corps trouvés sans nom sur les champs de bataille à Neuville-Saint-Vaast, Tellus et Roclincourt. le labyrinthe, la tranchée du Moulin Rouge, celle des Punaises et bien d'autres. Tout ce lot infortuné a été rassemblé puis déversé dans l'ossuaire Barbeau, à Lorette. Du nom d'un général Barbeau, caput lui aussi, mais avec une tombe privée. Ah, ça, dans le théâtre de la guerre aussi, les vedettes ont des loges à leur dos. Un carré d'herbe d'une dizaine de mètres de côté, plus simple tu meurs, si j'ose dire, évidemment. Un carré marqué au coin de piliers bizarres, façon égyptienne, il m'a semblé, et entouré d'un muret blanc qui monte seulement à mi-cuisse. Ici reposent les corps de 5649 soldats inconnus. Bigre. Ils sont pas tout seuls, au moins. Ça console. Lorsqu'on tourne le dos à la tour lanterne vers le sud, c'est à droite, là, tout près. C'est marqué sur une petite plaque, comme une adresse. Ossuaire Barbeau. En face, au loin, on voit la fameuse côte 119, qui est une colline boisée au-dessus de Souchez, dans le creux. Derrière, à main droite,
se dresse le clocher de Neuville-Saint-Vaast, reconstruit assez haut pour servir lui aussi de repère aux cavaliers de l'Apocalypse. On n'a pas du tout envie de rire. Ils ont planté un arbrisseau au centre du carré, un espoir d'arbre, un peu plus grand qu'un poireau pour l'instant. Peut-être qu'il grandira, qu'il ira plonger ses racines dans l'humus riche en calcium stratifié. Ça doit être profond, j'imagine. 6500 corps sur un petit 100 mètres carrés. Là, ça fait des sacrés mètres cubes par en dessous. C'est bien simple. En comptant 150 allongés en surface, et je ne sais même pas s'il contiendrait avec 3 couches par mètre, arrondissons à 500. Ça fait tout de même 12 mètres de profondeur de fosse. Rien que du corps entassé. Évidemment, avec le temps, ça a dû se réduire de moitié. Ils ont dû rajouter de la terre à mesure que la surface s'affaissait. On a beau faire le malin, j'avais la boule à la gorge, plantée ainsi au bord du muret. Le guide qui m'avait amené demeurait silencieux, à 2 mètres. Un vieux monsieur bien aimable qui doit avoir une longue habitude de ces étonnements. J'avais le souffle raccourci tout à coup, sans doute parce que je les connais, que j'imaginais, comme on le fait au bord de vraies tombes, les macabres portraits. Léon, avec son joli visage juvénile, imberbe. Eugène, Jean Brillat, Pierrot, lui, décidément, l'inconnu au carré, sans fleurs ni couronne, mais sans nom nulle part. Pas une croix anonyme pour lui seul, avec la mention oppressante qu'ils ont dans les cimetières anglais, en Belgique. Known unto God. Qui veut dire connu de Dieu seul. Mani Montpierre n'a laissé qu'une trace ténue de son passage sur terre, que dans les registres. Aux archives. Un mince reflet en vieille encre fanée. Comme la traînée d'une bave d'escargot sur une muraille. Un reste de poudre d'os collé dans la terre par un presque siècle de pluie. Pauvre Pierrot. Ils l'ont pas mis sur l'écriteau du mérite à l'Agléjole. Pourquoi mon père n'a-t-il rien dit? Ils l'ont laissé s'effacer pour toujours avec son cri, parce qu'il était domestique, comme les pauvres et comme les chiens. Je crois qu'à rester ainsi immobile et pensif intensément, je me suis recueilli à l'orate, oublié du temps. J'étais seul, le guide était reparti vers la tour centrale, car c'était la fin de son service. Il m'a dit « Bon, je vais signer la feuille. » La feuille de présence, sans doute. Ça m'a fait curieux, cette familiarité du quotidien. Comme si je bossais ici moi-même, comme si j'étais du personnel à l'entretien des âmes. Je suis resté encore un instant sur ce carré vert de Barbeau, où il n'y a rigoureusement rien à voir que des brins d'herbe. Je pensais à des phrases idiotes du genre « un petit bonjour de la Corrèze ». Il y avait un peu de vent et du soleil qui avivait la blancheur des croix d'alentour. J'ai dit « salut les gars », en partant à mi-voix, pour faire un truc, comme si j'étais un soldat, moi, quittant les copains. « Salut les gars », comme si j'étais mon papa. J'étais vachement triste, d'une tristesse banale, et tout de même envahissante. Il règne sur cette montagnette un drôle de silence, je vous assure. Peut-être que maintenant que ma mort approche à petits pas, je deviens plus sensible à son haleine. Je mêle les regrets de moi à ses furtives compassions funèbres. Avant de partir, j'ai noté le quatrain qu'ils ont gravé sur le flanc de la tour. Je l'ai écrit sur mon carnet sans que son aspect rimé vieillot parvienne à me faire sourire. Vous qui passez en pèlerin près de leur tombe, gravissant leur calvaire et ses sanglants chemins, écoutez la clameur qui sort des hécatombes. Peuple, soyez unis. Hommes, soyez humains. C'est ça, les monuments. Ils marquent la culpabilité des survivants. Une culpabilité sublimée. Évidemment. Transformée en culte de l'héroïsme. Gloire au sacrifice et tout ça. Mais le vague sentiment de honte surnage tout de même, il me semble, lorsque la fièvre est retombée, cette ardeur suspecte des combats comme entrave et ses cris d'écorchés sous la pluie. On était en 1922. 7 ans avaient passé. Les mitrailleuses avaient refroidi. Avec ses délires, ses mirages d'exploits. Alors ceux qui restent érigent. Hommes, soyez humains. Mais oui, on leur dira. Mais pour les disparus de chez disparus, qu'aucun coquelicot ne caresse, que rien
n'attachent plus à l'univers, les gommés du système, ceux dont on n'a jamais rien retrouvé, ni une phalange, ni un cheveu? À la Gléjole, nous en avons 27, enfin 28, avec Pierrot, le virtuel. Notre monument fut livré et dressé durant l'été 1923. Cela mérite une nouvelle petite digression. Comment donner un sens à la mort d'1 400 000 hommes? Si tant est qu'on puisse donner un sens à ce massacre. D'où le recours au patriotisme, à la mère patrie, à la gloire et à l'honneur. Heureux celui qui meurt dans une juste guerre, chantait Peggy en nous montrant l'exemple. C'est en 1915 qu'est créée la mention « Mort pour la France ». Et comme c'est la vocation des pierres de nous parler, De nous rappeler un événement, de porter une part de notre mémoire collective, nos villages et nos villes se couvrent de monuments. 36 000 monuments aux morts vont être érigés dans les années 20, inscrivant dans la pierre et la chair de chaque village l'identité propre de chaque soldat, nommés individuellement comme à la Gléjole, dans de longues listes qui marquent leur sacrifice. Pour la petite histoire, il y a seulement 12 communes en France qui n'ont aucun soldat mort à la Grande Guerre. Entre 1919 et 1922, on comptera en moyenne 3 inaugurations de monuments par jour. Chaque village, chaque commune veut son cénotaphe, érigé en l'honneur de ses enfants. Mort pour la France. Car un monument, ça s'érige. Ça se dresse. La guerre est une affaire d'hommes. Faut du phallique. De la colonne. Semper erecta, comme on dit en latin. Alors on glorifie à qui mieux. À grande érection d'obélisques. La pierre est debout et le poilu est en majesté. Du bas-relief au statuaire. On travaille sa gestuelle, Triomphal. blessé, Courageux. éploré. Belliqueux suivant l'allégorie. Chaque municipalité Selon ses moyens. veut prétendre à son érection mémorielle. Le poilu victorieux d'Eugène Bénet 420 kilos de fonte, quand même. est reproduit à plus de 900 exemplaires. La théâtralité de la tragédie peut s'établir selon ses règles conformes aux 3 unités. Unité de temps, Le 11 novembre, qui devient fête nationale en 1922, unité de lieu, l'enclos sacré du monument, où seuls les ayants droit sont autorisés à entrer avec les morts, les ayants droit étant les élus locaux mandatés et anciens combattants honorés, seuls témoins des faits. unité d'action, La commémoration avec dépôt de gerbes, levée des couleurs lecture nominale de la liste des victimes. et sonnerie aux morts. Mais si le protocole du monument est acté, on oublie cependant un facteur important qui fut à lui seul le déclencheur d'un nouveau conflit dans beaucoup de municipalités. C'est bien beau Mais d'avoir un monument, mais où on va le mettre? à quel endroit? Comme si la Grande Guerre n'avait pas suffi, la foire d'empoigne quant à l'emplacement du dit monument en déclencha une autre dans beaucoup de communes. Bon nombre de maires dans les années 20 épuisèrent leur mandat à ménager la chèvre le chou pour trouver le meilleur endroit pour le monument aux morts. N'oublions pas que la laïcité et la loi relative à la séparation de l'Église et de l'État datent seulement de 1905. Les âpres combats de sa promulgation sont encore dans l'esprit de beaucoup. Et si l'on associe la laïcité à la bipolarité politique traditionnelle française, avec, pour faire simple, d'un côté les conservateurs de la droite chrétienne, Et de l'autre, les progressistes de la gauche radicale, on comprend aisément que le problème n'est pas simple. pour certains, le sacrifice des hommes pour la mère patrie relève d'un engagement où la foi a sa part. La France est la fille aînée de l'Église. Et si la patrie est une passion, n'y a-t-il pas qu'une seule passion, celle du Christ, qui lui aussi fut sacrifié pour tous les hommes? Dès lors, le soldat chrétien, dans une sorte d'imitatio Christi, rejoint le sacrifice du Seigneur Jésus. Et la mère patrie enterre son fils mort comme la Vierge Marie. On verra d'ailleurs beaucoup de monuments inspirés de la Pietà, comme celui de Metz. Donc, l'évidence serait d'ériger le monument à côté de l'église. Sinon dedans. Mais d'un autre côté, la mère patrie, c'est la France.
La France est un État, c'est une république laïque. Les soldats se sont sacrifiés pour leur pays. Ils sont morts pour la France, selon l'expression consacrée. Donc, l'évidence serait d'ériger le monument devant la mairie. Sinon dedans. Par ailleurs, ces soldats sont morts. Et la place des morts, généralement, est au cimetière. C'est là où on les enterre. Donc, l'évidence serait d'ériger le monument à côté du cimetière. Sinon dedans. Bref, vous comprenez l'enjeu. Le choix pour l'endroit du monument devient forcément politiquement sensible. Et trouver un endroit à la fois neutre et symbolique fut pour beaucoup d'élus un casse-tête cordélien. À cet égard, le référent absolu revient sans controverse possible à la commune de Montaix, située dans le département du Nord. Jugez plutôt. Sans nul doute que les montagnards, oui, c'est comme ça qu'on appelle les habitants de Montaix, ont le sens du compromis. Pour revenir à la Corrèze et à notre monument, Claude Duneton nous raconte qu'à Lagléjol aussi, le choix n'a pas été simple. Il fallait choisir un endroit où la stèle soit bien en vue, pour ainsi dire à l'honneur, et en même temps qu'elle ne gêne pas le passage des charrettes. Il circulait des suggestions extravagantes. Certains voulaient la placer sous le tilleul, contre le mur du cimetière, là où tout le monde s'attroupait le dimanche. Mais le passage alors serait trop étroit. Et on n'aurait aucun recul. D'autres proposaient la cour de l'école. Du côté des filles, par exemple. Ce serait un objet de révérence permanente mis sous les yeux de la jeunesse. On se récriait. L'école était trop excentrée, en dehors du bourg proprement dit. Pas question d'éloigner l'hommage aux chers disparus. Alors, où? Quelques radicaux, personnes de peu de foi, osaient émettre l'idée qu'il faudrait enlever la croix du coin de la Grangette de la Guillaumy pour installer le monument à cette place centrale, à la croisée des chemins, quitte à la reconstruire ailleurs, si vraiment on ne pouvait pas se passer de croix. Enlever la croix? Un sacrilège en plus! Le sang des chrétiens et de M. l'abbé Jolac ne faisait qu'un demi-tour. On cria au scandale et au combiste. Bref, Laurent Claval, qui avait son idée personnelle sur l'emplacement désirable, n'éprouvait aucune hâte à voir arriver les caissons qui allaient déclencher un beau charivari dans l'opinion lorsqu'il faudrait prendre la décision finale. Il repoussait comme il pouvait ce moment où la discorde allait enflammer la commune. et où les soucis seraient pour sa pomme à lui. Il faut savoir également que le maire était du parti radical, ou du moins d'une tendance proche, quoique non ouvertement déclarée. Autant dire, dans les priorités de l'époque, qu'il appartenait au côté anticlérical qui s'était illustré en France 20 ans auparavant. Or, il n'était pas devenu maire à cause de ses opinions politiques, mais pour la seule raison, de tout temps la meilleure chez nous, qu'il était le représentant de la famille la plus nombreuse dans la commune. Laurent Claval obtenait la majorité des voix depuis les élections de 1908. Les premières, après la séparation de l'Église et de l'État. Pour l'unique raison que la famille, avec ses diverses ramifications et alliances, votait pour lui, comme dans tout système tribal qui se respecte un peu. Par contre, les membres de l'Union nationale des combattants se recrutaient plutôt parmi les familles traditionnellement pieuses qui constituaient le soutien d'une religion ferme, quoique sans excès. Comme l'était celle de mon grand-père. Après l'union sacrée, face à l'ennemi qui avait prévalu à la fois au gouvernement et dans la population française, les factions se reformaient. La politique reprenait ses droits. La question des marques religieuses du monument aux morts à venir avait déjà été abordée et résolue. Légalement, dans un État laïque comme l'était la France officiellement depuis 18 ans, il était interdit de faire figurer un quelconque signe religieux sur un monument public. Par conséquent, le maire se réfugia derrière le règlement. C'est bien ainsi que le projet avait acquis l'assentiment du préfet de la Corrèze, donc de l'État. Pas de croix, c'était la loi. Dure peut-être, mais la loi, c'est la loi. Duralex sed lex, jusqu'au bout des ongles. À Sérilac, dans la vallée, ils avaient résolu le problème en construisant 2 monuments. L'un à l'extérieur, en plein air, laïque, et l'autre à l'intérieur de l'église. Comme ça, pas de jaloux. Toujours est-il, pour en revenir aux choses sérieuses, qu'en ce mois de juillet monumentaliste, la querelle sur l'emplacement agitait les esprits et divisait le conseil municipal. Ce dernier se réunit d'urgence le dimanche 29 juillet, en une séance extraordinaire. Alors que l'orage menaçait et que certains avaient du foin dehors. Afin de voter une approbation explicite
que le maire avait négligé jusque-là de demander à ses conseillers. On l'accusait d'avoir, de son propre chef, fait installer le monument à l'endroit le plus obscur du bourg. Là où il était le moins resplendissant, Léonard Chessial fit un tel esclandre qu'il démissionna du conseil. faisant savoir à la population par voie de presse qu'il se désolidarisait entièrement de cette décision outrageante. L'ouvrage était situé trop loin de la route, trop dans l'ombre des arbres. Alors on le rabaissa. Bon, et puis finalement, après son scellement, il parut trop bas et insuffisamment majestueux à beaucoup de gens. On accusa encore le maire d'avoir été chiche finalement à l'endroit de nos morts glorieux. Il aurait été facile, au lieu de le planter au niveau du sol comme un gros caillou, de prévoir un socle pour le surélever. Vaille, qui était habile, se serait fait un plaisir de construire une base maçonnée, une sorte de muret qui aurait servi de piédestal. De plus, on s'aperçut que la jolie phrase promise sur le plan initial, « Ils ont bien mérité de la patrie », avait été oubliée par le graveur. Ce qui était, sans mâcher les mots, une insulte à nos chers disparus. Le maire se défendit en assurant que la phrase n'aurait pas été lisible, placée si bas. Ce qui était un bâton pour se faire battre, car cela relançait le débat sur la bassesse de l'ensemble, la nécessité d'un socle. On le traita d'imbécile. Il fit remarquer que l'inscription absente n'avait pas été oubliée, mais remplacée avantageusement par 2 palmes en bronze assorties d'une tête de poilu casqué, élégamment nichée dans un croissant de laurier. Et c'était même beaucoup plus parlant pour ceux et celles qui ne savaient pas lire. Claval eut beau dire, d'aucuns jugèrent qu'ainsi planté au milieu des herbes folles, le monument manquait de cette dignité funéraire que l'on attendait d'un si douloureux hommage. Il avait un air humble et nu, presque fortuit. On ricana qu'il serait bientôt envahi par les ronces, qu'il y viendrait des orties. Sans parler des chiens qui iraient pisser sur la stèle à leur convenance. Mais cette idée était affreuse. Et puis, rien n'empêchait les garnements de la commune de grimper sur le socle, de se pencher sur le rebord pour s'amuser à plumer les fleurs des gerbes qu'on en déposerait. Le 2 septembre, le conseil municipal, qui, harcelé de récriminations, se réunissait à une fréquence jamais égalée, vota une somme de 1350 francs pour fermer le monument aux morts par une grille afin de le préserver de toute détérioration. Mais il fallait faire la grille. Cela prendrait des mois. Et à Noël, ce serait toujours pas en place. Bref, l'affaire du monument finit par coûter son mandat au maire Claval, qui ne sera pas réélu en 1925. Et remplacé par le trésorier de l'Union nationale des combattants, Pierre Saint-Guy. Depuis, le monument est en place. Et la pierre est là. Elle témoigne. Chaque année, les honneurs sont rendus au 27 de la Glégeole. 28 Oui. depuis la sortie du livre de Claude Duneton, car depuis 2004, une plaque a été rajoutée au pied du monument. Pierre Manimont est venu rejoindre l'autre Manimont, Antonin, Le 17e sur la liste. qui n'était pourtant pas de sa famille, qui s'est battu héroïquement pendant ces 4 ans de guerre pour mourir d'un coup de baïonnette le 18 octobre 1918, moins d'un mois avant l'armistice. Quand elle ouvre son chapitre, commémoré pour légitimer, dans son livre Dépasser la mort, l'essayiste Myriam Vati Delmotte s'est trouvé les mots justes. Des mots qui résonnent autrement après la lecture du monument de Duneton. On ne laisse pas l'humanité aux mains de la mort. Quelque chose toujours peut échapper qui relève du vouloir des hommes. C'est ce à quoi la littérature s'emploie, assurer dans la langue un lieu éternellement ouvert à la mémoire, évaluer la stature des grands, Nommer par leur nom les êtres d'exception, projeter un halo de lumière douce sur les invisibles, leur rendre droit, leur rendre grâce. fabriquer pour eux de l'immortalité. Du temps des poètes de la Pléiade, On y revient. à l'époque de la Renaissance, Du Bellay, Ronsard et Toutib ont initié un genre littéraire nouveau, assez original, qu'ils nommèrent tombeau. Un tombeau est une composition poétique écrite à la mémoire d'une personne disparue. Entre 1531 et 1589, on dénombre une centaine de textes, le plus souvent à la gloire des écrivains. Écrire un tombeau
est une pratique qui vise à consolider les identités, Celle du défunt, d'abord reconnu comme une personnalité manquante, mais aussi celle de la communauté à laquelle il appartenait et qui forme le groupe des endeuillés qu'il faut aider à reconstruire sans lui. On peut dire qu'avec son livre, Le Monument, Claude Duneton s'inscrit dans cette sorte de tradition d'écriture en devenant le chantre littéraire, le ronsard de ces 28 infortunés. Car c'est aussi véritablement un tombeau, au sens littéraire du terme, qu'il a voulu édifier en reconnaissance aux 28 morts listés de la Gléjole. Et comme les poètes de la Renaissance, l'ami Duneton pourrait ouvrir son roman vrai par ce même avertissement. Amis lecteurs, ce n'est pas pour renouveler la plaie, ni pour rafraîchir la mémoire funeste du désastre de notre France, Que maintenant, hors de saison, je t'ai voulu faire part de quelques épitaphes. On pourrait aussi citer l'écrivain Mathieu Riboulet, plus contemporain, mais qui s'inscrit aussi dans cette perspective d'écriture, qui consiste à parfois prendre date. À entrer dans l'obscurité d'une pièce sanglante pour y mettre de l'ordre, Il faut prendre soin de ce qui reste insiste Riboulet. et enterrer les morts. On n'écrit pas autre chose, des tombeaux. L'œuvre de Duneton peut aisément souffrir la comparaison, car la trace qu'elle laisse est celle d'une évocation du vivant face à la mort. Elle lutte ainsi contre l'oubli et son récit réapproprie une présence émouvante à la froideur minérale d'une succession de noms alphabétiques. On ne vous peut bastir de tombes qui par le temps jamais ne tombent, pouvant les siècles défier. Chers soldats, chers humains, vous en avez-ce une qui ne craint ni temps ni fortune, bien qu'elle ne soit qu'en papier. Claude Duneton est mort le 21 mars 2012. Il a rejoint le petit cimetière de la Gléjole. Je ne sais pas si on lui a édifié un monument, mais les mots de ses livres sont là. Ils font leur office. Il témoigne encore de son identité d'écrivain officiant. Ils contribuent à construire des cérémonies communes afin de vivre quelque chose ensemble. Après tout, une lectorale, qu'est-ce que c'est? Sinon une sorte de commémoration Alors commémorons, face à nos morts. face à nos monuments. Certes, il nous faut le plus souvent les mots des autres pour mettre en œuvre cette impulsion de l'instant. Chaque livre est un monument que nous reconstruisons à chaque lecture. La littérature est notre outil mémoriel, et c'est l'une des vocations de la mémoire que d'unir le passé au futur, en nous utilisant, nous autres, acteurs culturels. Qui aurait pu penser qu'aujourd'hui, en 2021, nous pourrions de nouveau réactiver la présence de quelques vivants morts anonymement il y a plus d'un siècle? Qui aurait pu penser que le Pierre Manimont, soldat perdu, sans espoir de reconnaissance, viendrait de nouveau bruire sa mouvance, réactivée par 2 lecteurs, dans un théâtre chartrain, Et pourtant, c'est possible. grâce à la force d'évocation du langage d'un autre homme, appelé Claude Duneton, un écrivain, Qui lui aussi est mort depuis 9 ans. et que l'on commémore aussi de fait. Nous finirons sur un poème en forme de tombeau. Dans son ouvrage poétique intitulé Stèle, Victor Ségalen nous offre de construire son propre monument. Moi, l'empereur, ordonne ma sépulture, cette montagne hospitalière, Le champ qu'elle entoure est heureux, le vent et l'eau dans les veines de la terre. et les plaines du vent sont propices ici. Ce tombeau agréable sera le mien. Barrez donc la vallée entière d'une arche quintuple. Tout ce qui passe est ennobli, Étendez la longue allée honorifique des bêtes, des monstres. des hommes. Levez là-bas le haut fort crénelé. Percez le trou solide au plein du mont. Ma demeure est forte, j'y pénètre, M'y voici. et refermez la porte. Et maçonnez l'espace devant elle. Murez le chemin aux vivants. Je suis sans désir de retour, sans regret, sans hâte, sans haleine. Je n'étouffe pas, je ne gémis point, je règne avec douceur, et mon palais noir est plaisant. Certes, la mort est plaisante et noble et douce, la mort est fort habitable. J'habite dans la mort, et m'y complais. Cependant, laissez vivre là ce petit village paysan.
Je veux humer la fumée qu'ils allument dans le soir, et j'écouterai des paroles. Nul doute que ce petit village paysan dont parlent ces galènes s'appelle la Gléjole. L'écrivain ne nous délivre pas de la mort, mais de la boule d'informulé qu'elle provoque et qui nous étouffe. Il parle et nous libère. De la fausse parole, d'abord, des discours creux, inhabités, qui maquillent nos effondrements auxquels seule la profondeur convient. De nos remords et de nos angoisses qu'il porte autant que nous. Des hantises qui nous rongent. De nos manques et de nos trop-pleins. De notre insuffisance. De nos opacités. Il rend visible ce que nous ignorions et nous relance généreux dans le flux palpitant du vivant. Merci. Merci au Théâtre de Chartres de nous avoir permis de faire encore et toujours notre métier. Et dernière chose, nous voulions, Antoine et moi, dédier cette lectorale à ce monsieur derrière. Merci à vous et bonne fin de journée.